Merci beaucoup. Donc je demanderai juste le diaporama si c'est possible, puisque vous allez voir, c'est une session certes redoutable, mais interactive. Donc j'espère que le peu de ressources attentionnelles qui vous reste va vous aider à résoudre plusieurs petites illusions et énigmes que je vous proposerai. Donc on va commencer par un petit exercice je vais vous proposer de vous prêter un exercice d'imagination dans le passé. On va retourner il y a 20 000 ans en arrière. Donc vous êtes dans cette forêt en train de tranquillement cueillir des baies quand soudain vous entendez un bruissement dans les feuillages. Donc on va dire qu'il y a deux interprétations vraisemblables. Soit ça peut être tout simplement du vent, donc vous continuez à cueillir vos baies, c'est rien, c'est le vent et ça va aller. Soit ça peut être un prédateur et là il faut tout s'enfuir directement. Donc si vous vous dites que c'est un prédateur et qu'en fait il s'avère que non, c'est le vent, le maximum que vous aurez perdu, c'est vos baies et l'énergie qui vous a servi à vous enfuir. Mais si vous vous dites que c'est du vent, mais c'est un prédateur, eh ben vous servez de déjeuner à ce prédateur. Et vous n'êtes pas là aujourd'hui. Donc cette anecdote, c'est juste pour vous rappeler et on a tendance à l'oublier, que notre cerveau est le produit d'une très très longue évolution. Et pendant de très très longues années, on a évolué dans un monde dans lequel notre principal en tout cas enjeu, c'était vraiment d'éviter les dangers, de trouver la nourriture et de survivre. J'ai pas de clicker, mais est-ce qu'on peut passer à la prochaine, s'il vous plaît? Et à la prochaine. Donc, pour vous illustrer ça, j'aimerais que je vais vous illustrer un concept de raccourcis mentaux, des raccourcis qui nous ont vraiment aidés à notre survie. Et donc, je vais vous demander de lever la main sans dire ce que c'est, dès que vous voyez la seule chose, non pardon, la précédente, voilà, de lever la main dès que vous voyez la seule chose qui change d'une image à l'autre. On est avant le déjeuner, donc c'est un peu dur, vous avez peut-être peu de ressources attentionnelles, mais levez juste la main dès que vous détectez un changement entre une image et l'autre. Il n'y a personne pour l'instant, ah si, quelques personnes, donc une vingtaine, on va dire, de personnes. Et maintenant que ceux qui le voient se disent, mais comment les autres font pour ne pas le voir? Ok, donc voilà. Je vais vous dire donc ce que c'est. C'est la barre. Vous voyez la barre qui monte et qui descend. Et donc maintenant que vous avez vu cette barre, c'est impossible de l'enlever de votre champ perceptif. Et donc ça aussi, ça vient appuyer ce que je viens de dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des techniques qui nous permettent de voir qu'est-ce qu'on regarde prioritairement dans une image de ce type-là. Et souvent, si on met des eye trackers pour essayer de suivre le regard, on voit que les personnes vont d'abord regarder les visages, parce que c'est les sources les plus importantes d'informations pour nous, d'émotions, de rapidement savoir si une personne est un ami, un danger, etc., un ennemi. Ensuite, on va peut-être regarder ce qu'il y a sur la table, les couleurs, les aliments, mais même si toutes les informations de cette scène sont rentrées dans notre perception, enfin en tout cas ont été traitées visuellement, on n'y prête pas attention. Et donc, je vais encore aller plus loin pour vous montrer. Donc là, je vais montrer de manière vraiment perceptive la manière dont nos ressources attentionnelles qui sont limitées nous orientent dans la perception. Mais je vais aller à la prochaine slide, s'il vous plaît. Et donc là, je vais encore vous demander de bien regarder cet échiquier et de comparer les deux carrés ici, les carrés A et le carré B. Je ne sais pas si vous les voyez derrière. Et donc, j'imagine que la plupart des personnes ici, en tout cas tout le monde, si ce n'est pas le cas pour quelqu'un, je suis intéressée, voit le carré A comme étant plus foncé que le carré B. Voilà. C'est difficile de dire le contraire. Mais si on passe à la prochaine slide, s'il vous plaît, en fait, ces deux carrés, A et B, sont exactement de la même couleur, du même niveau de gris. C'est très difficile à voir, donc je vais passer à la prochaine slide pour vous le prouver. On va les isoler. Et vous voyez qu'ils sont exactement les mêmes. Alors pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les voir exactement de la même couleur? Donc là, si on passe encore une fois à la prochaine slide, l'explication est simple, enfin complexe et simple en même temps. Donc le carré B ici, que vous voyez, il est dans dans l'ombre du plot vert. Donc il y a un plot vert qui projette une ombre. Et deuxièmement, on est dans un pattern d'échiquier. Donc ce qui se passe, c'est que pour notre cerveau, qui a déjà vu plein d'objets dans l'ombre, on se dit, quelque chose qui est dans l'ombre, en général, est plus clair qu'il n'apparaît. Donc déjà, on a une première correction automatique pour redonner de la clarté au carré B. Et deuxièmement, on est dans un pattern d'échiquier avec des couleurs qui alternent. Et donc, on va se dire que ce qui vient à côté de quelque chose de clair est forcément quelque chose de foncé dans un échiquier. Et donc ça aussi, c'est une autre propriété de notre cerveau, qui est qu'on a
on ne vient pas découvrir des scènes visuelles et les traiter de A à Z à chaque fois qu'on les rencontre. On se base beaucoup sur les a priori, sur les informations qu'on a. On a un traitement très très rapide de l'information qui nous permet de créer du sens à partir de ce qu'on voit. Donc ça, je l'ai illustré dans l'exemple précédent avec la perception visuelle ou en tout cas attentionnelle. Et comment tout ça est lié à ce que j'ai dit au tout départ de l'évolution, c'est que étant donné qu'on a des ressources attentionnelles limitées et qu'on a besoin de naviguer dans un monde très complexe, très très riche en informations, on a besoin d'aller très très vite et grâce à des raccourcis mentaux qu'on appelle des heuristiques de pensée qui sont extrêmement utiles, qui sont en quelque sorte vraiment des miracles d'ingénierie cognitive de très rapidement traiter et appréhender une information complexe, on arrive à donner des perceptions comme ça. Sauf que des fois, malheureusement, donc les heuristiques qui la plupart du temps sont très utiles et marchent très bien, des fois ne sont pas adaptés au contexte et donc c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs. Et donc des biais, c'est quand un biais cognitif, c'est quand on a une erreur dans notre perception, dans notre jugement, dans notre prise de décision, qui est due à ce système qui va peut-être un peu trop vite ou en tout cas qui n'est pas adapté. Et donc pour vous montrer, pour vous illustrer encore des exemples de biais cette fois-ci, cognitifs et de raisonnement, on va passer à la prochaine slide s'il vous plaît. Donc on va faire ce petit exercice mental. Avant le déjeuner, c'est dur aussi. Mais si on imagine qu'un timbre et une enveloppe coûtent au total 1,10 € et que le timbre coûte 1 € de plus que l'enveloppe, combien coûte l'enveloppe? Donc là, ne vous inquiétez pas, je vais interroger personne individuellement. C'est juste pour vous montrer que toutes les personnes dans cette pièce, et peut-être qu'avant l'heure du déjeuner, c'est encore plus fort cet effet, ont le 10 centimes qui apparaît automatiquement à leur esprit. Donc même les personnes qui se disent qu'il y a forcément un piège, ou même les personnes qui sont très très forts en maths et qui vont dire que c'est probablement 5 centimes, parce que 1,05 € plus 5, ça fait 1,10 €, et dans ce cas-là, l'enveloppe coûterait 1 € de plus que le timbre. Donc ce 10 centimes qui apparaît encore une fois très rapidement à notre esprit, un peu grâce ou à cause des heuristiques, mais cette fois-ci on se trompe, c'est un peu une illustration d'un biais de raisonnement. Et donc là, je donne un exemple, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais il y en a plein comme ça, plein d'autres exemples, qui montrent que notre raisonnement peut des fois, à cause de cette vitesse qu'on a quelque part héritée, notre vitesse de pensée, se tromper. Donc on peut s'imaginer que ce n'est pas très grave, parce que c'est vraiment des devinettes, ça n'arrive pas dans le monde de tous les jours, mais croyez-moi, les exemples de la vie de tous les jours dans lesquels on peut se tromper, que ce soit de jugement, aboutir à des stéréotypes qui sont faux, parce qu'on a très rapidement conclu quelque chose sur une personne en allant très très vite, peuvent être extrêmement problématiques. Et vous allez voir comment, aujourd'hui, c'est un enjeu auquel on est en train d'essayer de faire face via les politiques publiques. J'en parlerai dans un instant. Avant ça, j'aimerais vous parler d'une dernière expérience, donc dans la prochaine slide, s'il vous plaît. Donc une expérience qu'on a faite avec plein de publics différents, avec des étudiants de Harvard, des dirigeants, on va la faire aussi ici. L'idée, c'était de demander aux gens s'ils savaient dessiner en vélo. Donc, la plupart des gens disent oui, je sais dessiner en vélo. Très bien, est-ce que vous êtes sûr que vous savez dessiner un vélo? Oui, oui. Et donc là, on donne une feuille et un crayon aux personnes, et on leur dit, bon, bah, allez-y, dessinez vraiment un vélo qui fonctionne. Et donc là, si on passe à la prochaine slide, les gens ne savent plus exactement comment on dessine vraiment un vélo. Est-ce que les chaînes sont connectées devant, derrière? Est-ce que les pédales sont au milieu, en haut, etc. Et on se rend compte que cette première réponse de dire « oui, je sais dessiner un vélo », eh ben, en fait, c'est peut-être aussi un biais de surconfiance. Le fait qu'on se dise souvent qu'on sait plus de choses qu'on ne sait vraiment. Par exemple, si je vous demande comment fonctionne une chasse d'eau ou une fermeture éclair, vous allez dire oui, mais si je vous demande d'aller vraiment expliquer comment ça fonctionne, là, vous allez vous rendre compte que c'est en fait plus compliqué que vous ne pensiez. Et cette illusion de connaissance, ce biais en tout cas de surconfiance qui découle en illusion de connaissance, et pour moi, il y a beaucoup de limitations cognitives qu'on peut avoir. Mais pour moi, un des plus gros et des plus problématiques, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que premièrement, on est aveugle à ces limitations cognitives qu'on a. Et deuxièmement, ça conduit à une sorte de manque d'humilité intellectuelle qui aujourd'hui est pour moi un des plus grands freins au progrès. Donc comme l'ont dit plusieurs personnes avant, sous différentes formes, le plus grand frein au progrès, ce n'est pas l'ignorance, mais c'est vraiment cette illusion de connaissance. Donc j'aimerais terminer aujourd'hui, dans les 9 secondes qui me restent,
pour vous dire qu'aujourd'hui, je travaille sur deux axes. En tout cas, après avoir passé 10 ans à travailler en neurosciences cognitives sur ces mécanismes-là, essayer de comprendre comment ils fonctionnent, je passe de la quête de la connaissance à peut-être une forme de conquête, on va dire, qui est d'appliquer ces connaissances au domaine des politiques publiques. Donc, je travaille dans une direction interministérielle avec différents ministères pour essayer d'appliquer des projets de politique publique en prenant en compte ces connaissances qu'on a aujourd'hui, parce qu'on ne peut plus mettre en place des politiques publiques en ignorant ces mécanismes de la psychologie humaine. Donc, c'est important de les prendre en compte, que ce soit au niveau des décideurs publics, une plus grande humilité intellectuelle pour les décideurs publics, mais aussi pour la façon dont on met en place les politiques publiques. Et le deuxième axe, c'est vraiment essayer de comprendre comment enseigner l'esprit critique, comment est-ce qu'on peut enseigner ces différents mécanismes, parce que prendre conscience de ces mécanismes-là, c'est déjà un premier pas vers le progrès. Merci beaucoup.